Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Mourad Winter. Bonjour Mourad. Bonjour Léa, comment ça va ? Ça va très bien, merci. J'ai le droit de dire ton prénom ? Tout à fait, tu peux le dire plein en de fois. France, je t'en prie. Mourad, tu es auteur, scénariste et réalisateur. Ton premier roman, L'amour c'est surcoté, est en cours d'adaptation pour le cinéma. Mais si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour ton deuxième roman, Les meufs, c'est des mecs bien, publié chez Click Édition. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité, alors que le bouquin est quand même sorti il y a quelques temps. Mais c'est sympa. C'est sympa de penser à moi que maintenant, franchement. J'espère que ça, vous allez le couper au montage. Pas du tout, on pense à toi maintenant parce que le podcast a juste 1 mois et demi d'existence. Ah ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai que c'est rapide. Donc tu vois, t'es avec nous vite. Alors, Les meufs, c'est des mecs bien raconte l'histoire de Mourad, un anti-héros des temps modernes. C'est un mec lâche, menteur et infidèle, mais tout de même attachant, qui apprend que sa copine depuis 2 ans, Adélaïde, a décidé de se convertir à l'islam et de porter le voile. Mourad va devoir se faire à cette idée, gérer les changements que ça implique dans sa vie et les réactions de l'entourage. Cette annonce va aussi le pousser à se questionner lui-même, tout en évitant qu'Adélaïde apprenne ses infidélités. Les meufs, c'est des mecs bien, c'est un livre qui aborde beaucoup de sujets. C'est un roman qui raconte la vulnérabilité des hommes et la difficulté d'être soi. C'est aussi un livre qui s'attire avec beaucoup d'humour la société d'aujourd'hui, le vice des réseaux sociaux, le militantisme pour des likes, le rapport à la religion et l'argent comme croyance. Mais Les meufs, c'est des mecs bien, c'est aussi, surtout, je crois, un livre qui parle d'amour. Alors, Mourad Winter, pourquoi avoir choisi ce titre, Les meufs, c'est des mecs bien ? À la base, c'était une vanne. C'est avec un pote, j'avais sorti ça. Parce qu'on parlait des meufs qu'on côtoie au quotidien, et que ce soit nos mères, nos femmes, nos sœurs. Et vraiment, c'est rentré, c'était juste une vanne. Et puis après, je me suis rendu compte que je fais un peu le bilan de ma vie. Je me suis dit, ah ouais, en fait, les femmes... elles sont toujours bien comportées autour de moi. Elles sont toujours, franchement, vous êtes des meufs bien et tout. Et je me suis dit que c'était sympa de faire une sorte de petit clin d'œil avec ça, quoi. Ton livre, c'est une déclaration d'amour aux femmes ? Je vais pas dire ça comme ça, parce que j'ai pas envie d'en faire un élément marketing, mais ouais, un peu. Un peu parce que toute ma vie, ce que je disais, c'est les femmes qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que le titre raconte des personnages ? Alors sur les persos, par contre, ouais, il y a un lien qui est lié beaucoup au fait que tous les mecs du bouquin sont médiocres. Et ça raconte cette médiocrité qu'on peut avoir au quotidien et qui est assez opposée à, je vais pas parler d'excellence féminine, mais vous avez toujours été un peu plus amené à mieux vous comporter, à bosser plus que les autres. Et du coup, je voulais un petit peu faire cette différence, marquer cette différence via le titre, sur mes personnages aussi. Ouais. Alors, tu le disais, les personnages masculins de ton livre sont médiocres. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre sur Mourad qui trompe sa copine avec une fille rencontrée sur Instagram. Comme c'est un lâche et qui fuit le sentiment de culpabilité, au début, il essaye de se convaincre que c'est sa faute à elle s'il la trompe. Est-ce qu'un mec bien, c'est un mec qui accepte ses erreurs et qui se remet en question ? Mais un humain bien, c'est quelqu'un qui accepte ses erreurs déjà de base, qui se remet en question. Ça, c'est un autre projet, parce que c'est très rare de trouver des gens qui se remettent en question. Moi, le premier, on a tous l'impression que ce qu'on fait, on est forcément du bon côté de l'histoire. On est tous des bonnes personnes. Et j'ai jamais rencontré un humain qui vient et qui dit salut, je suis une merde. Ça n'existe pas. Sauf Mourad. Sauf Mourad, voilà. Et c'est pour ça que j'avais besoin. Moi, c'est l'idée de mes bouquins. Enfin, moi, l'idée, le premier, le deuxième et je pense le troisième qui sera. Parce que l'idée, moi, de ces 3 livres, avec le prochain, c'était de traiter l'amour. C'était, au début, la connaissance, apprendre à aimer. Le deuxième, on était dans l'infidélité. Et le troisième, ça sera, spoiler, le divorce. Donc, j'avais envie de bosser ça.
J'avais envie d'aller le plus loin possible là-dedans et de bosser l'amour sous ses 3 facettes, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la bonne question. Je suis parti dans un truc. C'est Pas ça, grave. hein? C'est pas Ouais, grave. je sais Il y a, plus. il y a du contenu. On navigue. Exactement. Qu'est-ce que le livre raconte du rapport à la masculinité et à la virilité? Moi, je pense que j'avais besoin d'écrire ça, d'écrire ce livre, parce que je nous trouve de plus en plus ridicules. Enfin, moi, je me trouve de plus en plus ridicule C'est-à-dire? au quotidien, que ce soit avec ma femme, avec ma mère, avec les femmes qui m'entourent. Je me rends compte, à force de me déconstruire, c'était pas volontaire, hein. Vraiment, moi, le truc de déconstruction, c'est pas mon délire. Mais à force d'entendre ce mot de plus en plus, et je me suis un petit peu mis sur de la littérature féministe ces derniers temps. Du coup, ça m'a fait un peu me poser des questions et ouais, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais médiocre et à quel point j'utilisais la virilité et la masculinité comme une sorte de totem. Tu vois, ce truc de à chaque fois. Moi, j'ai déjà dit à ma femme, ouais, mais non, mais je sais plus pour quel délire, elle devait aller à une soirée, tout ça. Et je dis, oui, mais non, mais moi, je vais pas faire ça, je suis un mec. J'ai déjà dit ça, tu vois. Je me suis déjà senti mal à l'aise parce que ma femme conduisait et moi, j'étais côté passager. Ah bah je connais bien. T'imagines le genre de gogol. Et franchement, quand t'as ça et que tu te rends compte que t'es un gogol, bah pour moi, c'était un personnage de fiction. Pour moi, je me suis dit, bah là, il y a un truc qui va pas. C'est le moment d'en faire quelque chose. Donc c'est une remise en question de la masculinité. Aussi, ouais. Ouais, bah ouais. J'ai dit oui. Tu vois, tout ce que j'ai dit pour pouvoir dire oui au début de ta question. Tu vois à quel point j'assume pas le truc. Non, parce qu'en fait, j'assume pas le truc parce que j'ai pas envie d'en faire un argument marketing. Ouais, ça me fait chier, tu vois. Je vois trop de mecs qui se mettent à devenir féministes du jour au lendemain. Tu sais pas si c'est à des fins pour vendre un produit ou pour pécho. Tu sais jamais. Du coup, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Les mecs qui pécho avec le féminisme, ça, c'est incroyable. Et du coup, bah ouais, j'ai pas envie de rentrer dans ça, mais ouais, ça en fait partie. Ouais. Ça fait partie d'un processus de déconstruction. Au début du livre, tu écris « La tromperie, ça raconte forcément un truc Ouais. ». Ça raconte quoi? Ça raconte... en fait, je le raconte pendant tout le livre. Je sais, mais j'aimerais bien une synthèse. Tu vois, c'est ça. Ça raconte un manque, ça raconte une époque, ça raconte des tentations, des pulsions, ça raconte tout ça. Ça raconte... Est-ce qu'on est encore dans un modèle qui est en adéquation totale avec qui on est maintenant? Est-ce que c'est normal de rester toute sa vie avec une personne, tout en sachant que en 1750, le taux de mortalité il était à 27 ans sur Paris, et maintenant il est à 84 ans. Donc tu vois, il y a plein de questions à se poser sur le bien fondé du couple. Est-ce que finalement on ne devrait pas faire... Moi j'ai dit ça l'autre jour à ma femme. Est-ce qu'on ne devrait pas faire genre des 10 ans, tu vois? Au bout de 10 ans, on se repose une question, on continue l'aventure ou pas? Allez, c'est bon, on repart pour 10 piges. Tu vois, c'est ces questionnements que je voulais poser dans ce livre et dans l'adultère. L'adultère, c'est un truc qui me fascine, moi. Pourquoi? Parce que les non-dits. Les non-dits ou le mensonge? Le mensonge découle des non-dits. Moi, je pense que vraiment, dans l'époque actuelle, avec toutes les possibilités qu'on a, qu'Internet nous a donné, les possibilités d'assouvir ses besoins, ses pulsions, l'adultère, c'est le thème qui est, à mes yeux, le plus intéressant, parce que non-dit, c'est... Tu veux dire parce que la tentation est plus grande? Ouais, bien sûr, la tentation est plus grande, c'est normal. Moi, je vois, par exemple, mes grands-parents, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, plutôt, c'est dans un village et tout, c'est mort, quoi. Dans sa vie, elle a dû rencontrer 400 personnes. Moi, les 400 personnes, je les vois en prenant le métro le matin. Tu vois, donc... Mais ça, c'est plutôt lié au lieu géographique. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, mais dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été 8 milliards. On n'a jamais été... c'est très rare, c'est récent. Ça fait 100 ans qu'il y a des grandes villes avec plus d'1 million, plus de 100 000, plus de 10 000 personnes. Donc, c'est sûr que quand tu arrives avec un modèle qui a traversé les siècles, où tu jures fidélité à une personne, est-ce que maintenant, c'est adapté? La question, c'est ça. Après, moi, je remets pas en question, tu vois, parce que ça me va. Ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, c'est la femme de ma vie. J'ai eu la chance de tomber sur la femme de ma vie, donc c'est génial.
Mais je veux dire, il y a des gens, c'est un questionnement, je peux comprendre. Et j'ai plein de potes autour de moi, c'est vraiment... Enfin, je fais figure, moi, j'ai pas un pote qui est marié depuis une plombe. Hein. Enfin, ils ont tous divorcé, je suis le dernier des Mohicans. Je te jure. Non, mais je te Mais je crois que je suis crois. encore avec ma femme juste pour leur prouver que moi, je veux pas divorcer. Tu sais, le mec avec un ego de merde. Ouais, non, mais je t'aime plus, chérie, c'est juste que je veux prouver que je vais aller jusqu'au bout avec toi. Tout au long du livre, on demande à Ourad si c'est lui qui a poussé Adélaïde à se convertir. Qu'est-ce que tu as voulu raconter de l'image de la femme à travers cette question récurrente et à travers le fait qu'on n'imagine pas qu'elle ait pu prendre sa décision seule? C'est plus l'image De l'homme. C'est plus Ouais, l'image de l'homme, ouais. C'était ma prochaine question. Moi, c'était ça, en fait. Je voulais travailler le personnage, enfin, le mec maghrébin, musulman. Il y a beaucoup de fantasmes autour, alors qu'au quotidien, moi, tous mes potes qui ont été ou qui sont avec une meuf qui s'est voilée, c'était un choix de madame. Et ils ont subi, dans le sens subir. Pour ça que pour moi, le personnage de la femme voilée, c'est un personnage de fiction hyper intéressant, parce que dans l'époque, on a l'impression qu'elles sont manipulées et à quatre... Je dis pas que ça n'existe pas, hein, je dis juste que moi, dans ce que je connais, et j'écris ce que je connais, j'écris pas ce que je connais pas, dans ce que je connais, c'est que des choix personnels, et les mecs ont subi ça, dans le sens où ils se sont retrouvés avec les difficultés de vivre avec une femme voilée. Justement, Ourad n'est pas pour cette idée. Je précise qu'Adélaïde... je précise que c'est sa décision. Et lui, il est contre parce qu'il pense que ça va compliquer sa vie. Et un jour, il est avec sa mère et sa mère lui demande si il va lui demander à elle de retirer le voile. Et là, il répond « Non, elle fait ce qu'elle veut. C'est juste que j'arrive pas à savoir si elle cherche un cadre ou une spiritualité. » Pourquoi c'est si compliqué d'avoir un cadre aujourd'hui? Bah, on se cherche tous. Je pense que c'est un peu la base de l'être humain, et c'est pour ça qu'on a tous plus ou moins la crise de la quarantaine, avec ce truc de se dire est-ce que je suis allé dans la bonne direction? Et puis les courbatures le matin à 40 ans, je pense que si, ça joue, ça. Tu te dis putain, toute ma vie j'ai voulu être telle personne, finalement c'est peut-être bientôt la fin. Est-ce que je suis allé dans la bonne voie? Et est-ce que j'ai pas une autre voie à aller explorer? C'était quoi ta question? Ma question, c'était de savoir si pourquoi c'était compliqué d'avoir un cadre aujourd'hui. C'est compliqué d'avoir un cadre parce qu'il y a plein de cadres. Et en fait, il y a plein de choix. Et le problème, ça revient toujours au même truc. Choisir, c'est renoncer. Tu as l'impression que si tu choisis d'être musulmane, pratiquante avec le voile, tu peux pas aller, je veux dire une connerie, mais aller à un show de Beyoncé où la moitié sera en mini-jupe, paillettes, tout ci, tout ça. Tu vois, en fait, il y a des modèles, on a l'impression qu'on peut suivre qu'un seul modèle. Moi, c'est ça que j'essaie de questionner. Est-ce qu'on a... parce que c'est ce que je suis, moi, tu vois. Moi, je suis musulman, j'ai grandi au-dessus d'un bar, d'un café kabyle. J'allais dans une école catholique. Enfin, j'ai navigué dans tous les milieux. Et je me suis retrouvé dans des soirées complètement fucked up à Londres, où tout le monde était défoncé. Et moi, j'étais le seul à jeun, parce que j'ai jamais bu et je me suis jamais drogué. Dans des milieux, j'ai bossé dans des clubs homosexuels et tout, j'ai bossé dans plein de trucs tout en gardant ma spiritualité et qui j'étais. Tu vois, donc moi c'est ça que j'essaye de... Je suis cette personne qui va dans plusieurs cadres, entre guillemets. Et du coup, moi sur cette phrase, surtout ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'elle cherche un cadre ou une spiritualité? Moi c'était ça qui m'intéressait, parce que à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent, ils ont l'impression de chercher une spiritualité, mais en fait ils cherchent juste un cadre. Ils cherchent, tu vois, comme à l'époque... je trouve que, je sais plus qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu vois, à l'époque, il y avait les gens qui ont un cartable avec écrit anarchie au collège. Et ben, c'est un peu ça aussi avec les voilés. Tu vois, il y en a qui se voilent, non pas pour la spiritualité, mais parce que elles ont l'impression d'être dans un moment de leur vie où elles vont aller à contre-courant, tu vois. Donc, c'est un peu ça que je cherchais à défendre. Les meufs, c'est des mecs bien, c'est aussi un regard sur le couple et sur l'impact du quotidien sur celui-ci. À un moment dans le roman, Ourad fête l'anniversaire de sa meuf au McDo, en clin d'œil à un de ses rêves de gosse à elle. Il passe une bonne soirée, et là, Ourad écrit « Ça m'a fait du bien cette soirée. Entre le taf, les factures et les postures, on est trop étranglés par la vie pour trouver le temps de s'aimer. » Et il enchaîne sur « Ce soir, j'ai revu l'Adélaïde des débuts, celle qui ne mange ses frites que par nombre pair, qui sait jongler avec 3 oranges, qui fait un vœu lorsqu'elle voit un nain. J'ai revu ces manies innocentes qui me rendaient vulnérable, et que j'ai fini par négliger.
Ce n'est pas simplement ma meuf, c'est aussi ma meilleure pote et ça fait quand même 2 personnes que je voudrais garder dans ma vie. C'est bien écrit, hein, t'as vu? C'est hyper bien Putain, écrit. j'avais oublié que j'avais écrit ça. Qu'est-ce que le livre raconte du couple? Que c'est une collab. Non, Moi, c'est marrant. c'est ça, tu vois, c'est que je pense que, enfin, je dis pas, on se trompe. Moi, j'ai compris. Encore une fois, je mets beaucoup de guillemets dans ce que je raconte parce que c'est mon expérience perso. Mais moi, assez tôt, je me suis dit, putain, moi, la femme avec qui je veux finir mes jours, si on y arrive, je voudrais qu'elle soit marrante. Et en fait, je me suis rendu compte que mes potes, je traînais avec parce qu'ils étaient marrants. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, c'est ça, c'est que la femme de ta vie, ça doit être une pote. Et ma femme, ouais, à la base, c'était une pote, quoi. Puis au fur et à mesure, force de la travailler au corps, Elle a j'ai cédé. réussi à lâcher l'affaire. Et elle a dit oui. Mais c'est ça, moi, c'est ma conception du couple. Je pense vraiment que c'est une question c'est une question d'amitié, de rire, plus que le côté... et pourtant, elle est magnifique, hein, mais vraiment plus que le côté voir quelqu'un le trouver physiquement incroyable, tout ça, pour moi, c'est de la connerie, quoi. Il y a une séquence qui est très belle dans le livre. C'est quand Ourad, après un dîner, se retrouve seul en voiture avec sa mère. Il se remémore un épisode de son enfance qui lui fait prendre la mesure des sacrifices qu'elle a fait pour que sa vie à lui soit un peu plus douce que sa vie à elle. L'épisode en question, c'est son stage de 3e qu'il effectue auprès d'elle, qui est femme de ménage. Et là, Ourad dit « Elle avait commis l'erreur de me prendre à son taf et de me demander si je voulais faire ça de ma vie. Sur le coup, j'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être vexant d'entendre de la part d'un gamin « Non, ton boulot, c'est de la merde. » Puis, pour lui demander un peu plus tard si elle fait ce boulot toute la journée. Il se remémore ce moment qui lui avait valu au passage 2 bonnes claques et lui présente ses excuses. Est-ce qu'un mec bien, c'est un mec qui sait s'excuser? Bah ouais, de ouf. En fait, s'excuser, je pense que c'est la base de la maturité. À partir du moment où tu sais t'excuser et que c'est sincère, c'est pas des excuses pour passer à autre chose. À partir du moment où tu sais t'excuser et que tu sais te mettre à la place de l'autre, je pense que tu as toutes les clés pour devenir la meilleure version que tu voulais devenir quand tu étais gosse. Je vais pas partir dans les délires de développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même, mais plus devenir la personne que tu voulais devenir plus tard, quoi. On a tous, quand on était gamin, on se dit, je pense que même maintenant, quand tu penses à la personne que tu pensais devenir, tu dois te dire, waouh, il y a eu des écarts quand même. Mais on a tous ce truc-là. Et s'excuser, je pense que c'est vraiment la base. Moi, je suis très mauvais pour m'excuser. Vraiment, j'ai appris à m'excuser et au quotidien, des fois, j'oublie de m'excuser sur des dingueries. Je suis très mauvais dans les relations sociales et tout. Vraiment, je suis pas un exemple. Et j'ai appris ça. Moi, j'ai appris ça vraiment au contact de mes proches, quoi. Mes proches, et si j'ai pu les blesser, tout ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'excuser, moi. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre ça, quoi. Et encore, hein, même maintenant. Hein. Même maintenant, mes frères et sœurs, j'ai beaucoup de mal avec eux. Eux, m'excuser, pour moi, c'est un échec. Pourtant, je les aime de fou. Mais m'excuser, j'ai l'impression que c'est un échec, tu vois. Mais c'est différent, les frères et sœurs, tu vois. On s'est tellement mis sur la gueule quand on était gosse. T'as une autre vision, tu vois. Alors que. C'est toi que t'excuses, là. Hein? C'est toi que t'excuses, là. Ouais. Est-ce que c'est dur d'accepter de faire mieux que ses parents? De faire mieux, c'est-à-dire? De gagner mieux sa vie, d'avoir un métier que tu considères mieux que le leur. Ça, c'est trop dur. De gagner plus d'argent, de les descendre de leur piédestal, en fait. Ouais, ça, c'est trop dur. Je pense que ça, c'est le truc le plus dur au monde, c'est le jour où tu gagnes plus que tes parents. Et, c'est ton cas? Ouais. Ça provoque quoi chez toi? De la culpabilité. Culpabilité parce que... et tu vas mentir. Moi, ça m'emmène dans des mensonges, tu vois. Des fois, je dis... je vais avoir un truc qui coûte, je sais pas, 200 balles, je vais dire je l'ai eu 20 euros. Parce que je culpabilise de ne pas lui avoir donné ces 200 euros. Pour moi, c'est la pire des choses. C'est le jour où là, je fais des trucs assez cool, tu vois. Je réalise les bouquins, les trucs comme ça. Mon film, il arrive prochainement. Au début, tu es heureux d'en parler à tes parents. Et quand tu pars,
parce que tu as l'impression que pour eux, c'est une finalité d'avoir un enfant qui s'en sort. Et quand tu es tout seul le soir, moi, les 2 fois, quand j'ai parlé à mon père et à ma mère, les 2 soirs, je me rappelle encore. Le retour chez moi, je me rappelle encore. Ça a été trop dur. J'avais peur qu'ils aient l'impression que je me la raconte. Et ça, c'est le pire. Les meufs, c'est des mecs bien, c'est aussi un regard sur tout ce qui caractérise notre société aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la puissance de l'algorithme sur notre manière de penser, le militantisme d'opportunité, le complotisme, entre autres. Tu écris plein de petits groupes plus susceptibles les uns que les autres qui se mettent sur la gueule et déterrent les morts pour avoir raison. Avoir son avis sur tout, tout le temps, et si tu ne sais pas quoi penser, prends l'avis du plus retweeté. Qu'est-ce que tu as voulu raconter de cette culture de l'offuscation et du conflit ? Moi, je trouve qu'on se cherche tous un peu des ennemis. C'est l'époque, c'est les réseaux, c'est tout ça. On s'attire un peu là. Tu vois, par exemple, là, moi, j'ai essayé de couper un peu avec les réseaux. J'aime bien faire plein de vannes sur l'actualité. C'est un truc que je kiffe faire. J'essaye de couper parce que je me rends compte que je m'observe. Je m'observe en train de poster. Je suis en train de me dire, est-ce que ça va être relayé ? Est-ce que ça va être aimé ? Est-ce que ça ? Et donc, à un moment donné, je sais exactement les gens qui me suivent, pourquoi ils me suivent. Et pour moi, c'est pas ça l'art. L'art, c'est le contre-pied. Et là, j'ai pas l'impression d'être un artiste. Là, j'ai l'impression de faire... Pour moi, là, je suis Claire Chazal. D'alimenter la machine ? J'alimente la machine complètement. Et je me rends compte, et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont assez... et qui sont pertinents, hein, qui sont dans du militantisme assez pertinent, qui ont raison. Mais tu te rends compte qu'en fait, ils font plus ça pour les bonnes raisons. Ils font ça parce que ça leur apporte une couverture médiatique. Et puis, les gens autour leur disent « Ah, t'es quelqu'un de bien. » Et puis, ouais, comme je te disais tout à l'heure, on est tous contents d'être quelqu'un de bien. Personne n'a envie d'être vu comme une merde. C'est humain. Et moi, c'est ce que je voulais raconter là. Pour moi, c'est devenu un business. Le militantisme et être une bonne personne, c'est un business maintenant. On a réussi à créer un business de la bienveillance. Et ça, c'est fou. Je trouve ça dingue Enfin, c'est comme les mecs qui se prennent en photo et qui filment en train de donner des sacs à des SDF. Crève. 2 fois même. Vraiment, ça, je peux être agressif avec ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tous ces trucs-là, moi, je peux plus. Je peux plus. J'ai beaucoup de mal avec l'époque, moi, par rapport à ça. Tout au long du roman, Wourad s'adresse sans filtre au lecteur. Il ne nous cache aucune de ses pensées. Et c'est aussi ce qui fait qu'on s'attache à lui, c'est qu'au milieu de sa lâcheté, de ses mensonges et de sa mauvaise foi, son premier détracteur, c'est lui. Est-ce que Wourad, c'est pas juste un mec qui fait ce qu'il peut et qui aimerait faire mieux ? Mais c'est tout le monde. Mais tous mes personnages... Moi, j'ai un truc, c'est que mes persos, ils sont tous bien... Il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas de méchant. J'aime pas les méchants. Je trouve que c'est pas justifié, quelqu'un de méchant. Ça n'existe pas, quelqu'un de méchant. Après... Et je pense que toute personne qu'on connaît au quotidien, qui peut être infecte, tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'il y a un trauma. Donc, pour moi, il n'y a pas de méchant. Du coup, je voulais travailler... ce personnage-là, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Et tous les gens qui sont autour de lui, c'est des gens qui font ce qu'ils peuvent. Parce qu'en vrai, c'est ça, la base. Hein. Enfin, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Moi, je connais pas quelqu'un qui est là, qui est méchant, comme dans les films dans les années 90. C'est les films des... Non, mais tu vois, les films des années 90, c'est le méchant, il est méchant, on sait pas pourquoi. C'est que à partir du moment où Christopher Nolan, il est arrivé, il a commencé à poser des vraies questions sur le méchant, pourquoi, le Joker, son enfance et tout. Mais avant, on avait juste des méchants et c'est rentré dans la tête de tout le monde qu'il y a un méchant. Il n'y a pas de méchant. Tu vois, moi là, dans l'école de mon fils, il y en a un gamin, il a une teuté de plus que mon fils. Il est violent et tout. J'ai envie de le niquer. Je te dis la vérité. Il a 6 ans, j'ai envie de lui mettre des patates. Mais j'ai vu ma femme a raconté l'histoire du gamin. Je dis, bah ouais, en fait, c'est trop dur. Tu veux que je fasse quoi ? Ok, il harcèle tous les autres. Mais quand il rentre chez lui, c'est un enfer. Il vit un enfer. Il est venu en France, ça a été un enfer. Sa traversée, ça a été un enfer. Et moi, j'ai envie de lui mettre une patate quand même. Mais je me pose cette question. C'est un gamin qui fait ce qu'il peut. Ses parents font ce qu'ils peuvent. Les gens font ce qu'ils peuvent. Ça n'existe pas un méchant. Et est-ce qu'un mec bien, c'est un mec qui essaye de faire mieux ? C'est un mec qui essaie de faire ce qu'il peut. Je te jure. Parce que faire mieux, tu fais pas forcément mieux. Des fois, tu penses que tu vas faire mieux et tu fais de la merde. Et parce que tu sais, faut jamais oublier la faculté que le cerveau a à te mettre de disquette. Bien sûr. Tu vois, ton propre cerveau, c'est ton pire ennemi. Moi, mon propre cerveau, il me fait croire des trucs des fois. Exemple. Tu vois ? Non, mais regarde.
Là, en ce moment, on parle beaucoup de Depardieu, tout ça. Mais tu sais, moi, je pense beaucoup à ça. Au nombre de gars qui sont persuadés que c'est bon avec telle meuf, il y a moyen. Le nombre de mecs qui pensent ça, mais c'est ton cerveau, gros. Il n'y a aucun moyen. Juste, elle t'a dit bonjour, t'as cru que ça voulait dire je t'aime. Tu vois le nombre de... Et on est tous comme as. Moi, j'ai une chance, c'est que depuis gamin, j'ai ce truc de me dire non, elle me kiffe pas, la meuf. C'est-à-dire que moi, il y aura 0 MeToo, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je sais très bien que j'ai jamais tenté parce que je me suis toujours dit non, c'est mort, c'est moi, tu t'inventes des trucs. Et c'est ça, je pense qu'il faut, à partir du moment où tu dis déjà que tu t'inventes, que tu es dans un monde et tout, et que c'est pas la réalité, ça te permet d'avancer quand même un peu mieux, quoi. Et de faire ce que tu peux. C'est quoi un bon père pour toi? Franchement, un bon père. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de repenser les trucs un peu ouf qu'a pu faire mon père et me dire c'est quoi le contraire, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, moi j'ai eu des parents géniaux. Franchement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. J'ai rien à dire, tu vois, parce que maintenant que je suis daron, je me mets un peu à la place de mon père, de ma mère, et je comprends, tu vois, je comprends leurs erreurs entre guillemets, qui sont à mes yeux maintenant plus des erreurs. T'es étranglé par la vie, t'as pas le temps. Ton gamin, il a 8 ans, il te dit de la merde. Moi, des fois, mon fils, il me raconte des trucs. Faut être accroché, hein. Non, mais faut être accroché pour être concentré dans ce qu'il raconte. T'es là, il me dit des trucs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, ce golemon? Alors qu'en fait, c'est juste un enfant, tu vois. Et lui, ça se trouve, il voit ça, il voit que moi, j'en peux plus. Il doit se dire, regarde, papa, il m'aime pas. Tu vois ce truc? Je pense être un bon père, c'est être patient. Ouais, c'est juste être patient avec ses enfants, quoi. Mourad chemine dans le roman. Il grandit. Et à un moment, il dit « Les meufs, c'est trop de bonheur pour des gars comme nous. C'est au-dessus de nos moyens. Alors on fait de la merde pour mettre un peu de chaos dans nos vies. C'est le changement qui nous fout les jetons. » De quoi on a le plus peur? De rater ou de réussir? Ton on, il est trop général. Parce que là, c'est quand même... De quoi tu as le plus peur? Non, mais parce que c'est les deux personnages, c'est Junior et Mourad qui ont... c'est vraiment à eux, c'est pour eux que je parle, là. Et c'est des gros saboteurs. Exactement. Parce que c'est des personnages qui ont... Leur vie n'a jamais été simple, sans pour autant rentrer dans du... Je ne vais pas être dans du misérabilisme, mais ça n'a jamais été hyper simple. Et... C'est quoi la question encore? Parce que je repars chaque fois. Parce que tu as le plus peur de rater. De réussir ou de rater. Voilà. Et eux ont peur de réussir. Eux, en fait, c'est ça. Ils ont peur de réussir parce qu'en fait, leur zone de confort, c'est l'échec. Et quand ta zone de confort, c'est l'échec, c'est vrai que la réussite, tu t'en rends pas compte, mais tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout seul pour pas y arriver. Et je le vois beaucoup, moi, parce que je suis assez proche du milieu artistique, du stand-up et de l'humour en général. Je sais reconnaître un artiste qui va se mettre des bâtons dans les roues, qui va essayer de faire de la merde parce que le succès, il va pas y arriver. Parce que c'est trop dur, le succès. Le succès, être heureux, c'est dur d'être heureux. En vrai, c'est dur. Quand t'as grandi dans le malheur, entre guillemets, être heureux, c'est t'as l'impression que t'es pas légitime. Et vu que t'as pas cette légitimité, tu vas tout faire pour... et c'est pas toi, hein. C'est ton autre toi. C'est ton dark. Il va tout faire pour que ça se concrétise pas. Comment on surmonte ça? L'islam. Très bonne vanne, t'as vu? Elle est arrivée comme ça, celle-là. Comment on surmonte ça? Je pense que c'est une question de... Après, pour moi, je vais te dire... Moi, j'ai une chance. Je vis pas, moi, ce qu'on est en train de parler. Parce que ça va, c'est cool, ça se passe bien pour moi, mais c'est pas... Je gagne pas des milliers, des trucs de ouf. Mais j'ai la chance de connaître des gens connus. Beaucoup de gens connus. Et d'avoir au quotidien des conseils de personnes qui se sont retrouvées à 18 ans avec des salles combles, qui ont fait des tubes, qui sont dans des films, des grands films internationaux. Donc, je sais que je prends un peu leur savoir pour comprendre c'est quoi être heureux et avoir du succès. Et je pense qu'ils ont tous un truc, c'est la famille, quoi. Je pense qu'ils ont tous, à un moment donné, ils rentrent chez eux et ils coupent tout. Ils coupent tout et ils retournent dans une réalité. Et cette réalité, c'est les enfants, c'est être quelqu'un vraiment, tu vois, pas être une personnalité, une image. Ils redeviennent quelqu'un quand ils sont chez eux.
Et généralement, tous, ils coupent Internet, ils coupent leur téléphone, ils sont dans une bulle pour rester dans la réalité, quoi. Je crois que ça fait la diff, je pense. Enfin, pour finir, 2 questions. Oui. Est-ce que tu peux me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre ? Du livre, je te la donne tout de suite. Bah après, c'est ma chanson préférée. Hein. Celle que tu cherches, là ? Non, au début, j'allais dire ma chanson préférée. Là, non, parce qu'en fait, là, je cherche une chanson, et là, j'ai ma chanson préférée qui est en teuté, et je me dis, c'est vrai, ça laquelle ? marcherait. Moi, c'est Elephant Gun de Beyrouth. Ok. Ouais, Elephant Gun, Beyrouth. Ok. Mais après, sinon, l'autre truc que je voulais te dire, c'était... Et franchement, c'est Une autre histoire. 2. Gérard Blanc. Tu le connais pas ? Tu connais pas ça ? Elle est géniale, celle-là. Magnifique. Bref. Et enfin, un titre de livre qui t'a marqué. Ah, qui m'a marqué récemment ou dans ma vie ? Dans ta vie. 100 ans de solitude. 2. Gabriel Marquez. Gabriel Garcia Marquez. Garcia Marquez. Ouais, génial. Ça m'a... Ouais, celui-là, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Mourad Winter, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que ton roman Les meufs, c'est des mecs bien est publié chez Click Éditions. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.